un petit bout. Tu arrêtes. Bonjour. Vas-y, vas-y, vas-y. Respire la soie. Je peux vous dire que j'en me délecte. C'est tellement rare d'avoir la famille. Hein, surtout que quand ils sont dans toute l'Europe entière. Merci de votre attention. Merci, mesdames et messieurs, de votre silence pour cette cérémonie à la fois solennelle et personnelle. Je voudrais saluer mesdames les ministres, chère Roselyne Bachelot, Jeanne-Marie Monchamp, je salue monsieur le recteur, je salue tous les élus qui sont ici, et je salue tout particulièrement madame la marraine de la Fondation, ici présente, Chantal de France, et tous nos amis et tous les amis de Brigitte Lance,
pour cette cérémonie que je vous disais officielle et personnelle. Ça ne veut pas dire que Brigitte est parfaite, que les choses soient claires entre nous. Cette déclaration, c'est pas pour vous dire qu'elle est parfaite. Les premières notes qui me sont arrivées étaient très laudatives. Mais en faisant parler les uns et les autres, j'ai vu au fond que son destin de cette Alsacienne assez organisée, qui est allée naître sur la Côte d'Azur au bord de la Méditerranée et de manière prématurée, tout cela, ça donnait un tempérament organisé et vif à la fois. Cette manifestation, elle est officielle parce qu'elle est au nom du président de la République et elle est très personnelle parce que c'est pour nous l'occasion d'exprimer de l'admiration, de l'amitié, de l'affection pour la récipiendaire. Au fond, les décorations, ça a beaucoup d'importance, mesdames et messieurs. Ce n'est pas pour flatter l'ego de l'un d'entre nous. Ce n'est pas pour dire donc que cette personne est en tout point exemplaire. C'est pour dire que dans son parcours, il y a un certain nombre d'attitudes, de comportements, de décisions qui ont sens pour nous tous. Et c'est ce en quoi c'est important. Et c'est en quoi un corps social a besoin d'identifier dans le parcours de l'un d'entre nous des comportements ou des attitudes qui ont sens pour l'ensemble des uns et des autres de notre corps social. Et si la République a souhaité faire entrer aujourd'hui Brigitte Lantz dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, c'est parce qu'elle a un parcours singulier et porteur de sens. Il n'a échappé à personne, évidemment, que la personnalité que nous honorons ce soir est assez rare. Une figure, certes, très rayonnante. Vous voyez là, elle a un peu le trac, mais elle va s'apaiser progressivement. C'est une femme, chacun le sait, de conviction. C'est une femme de cœur et les nombreux amis qui sont ici peuvent en témoigner. On sait que c'est une femme aussi de passion. Elle sait être entière. Vous l'avez vu d'ailleurs, très organisée avec ses multiples téléphones. Et elle est engagée toujours dans des actions complètes, intégrales. Et d'ailleurs, cette cérémonie, c'est une cérémonie de remise de décoration, mais ensuite il y a un dîner et il y a le gala. Toute la soirée est elle aussi intégrale pour cette fondation du Rhin, dont Brigitte est la cheville ouvrière. Le professeur Gabriel Richet dit que la néphrologie est votre deuxième marraine. Je crois que c'est important de souligner cela, puisque cette néphrologie vous a menacé dans votre existence, votre dynamisme l'a fait reculer, et votre volonté s'est alors transformée en générosité étendue à tous ceux qui sont concernés par cette importante discipline qu'au-delà de Brigitte Lantz, nous honorons également ce soir. Cette générosité, je dirais même cette abnégation, c'est d'abord dans le domaine médical, chère Brigitte, que vous l'avez exprimé, et chacun le sait, le jeudi, jour de votre consultation à l'hôpital Necker, il ne faut pas vous déranger, pas vous appeler. Ce jour-là est complètement réservé à votre exercice de la médecine. Ce n'est pas une habitude, c'est un rite immuable de votre propre parcours, de votre choix de vie. Il est gravé dans le marbre, c'est un rite mêlant votre attachement aux valeurs de fidélité, mais aussi de disponibilité. Il est donc bien loin ce temps où vous étiez stagiaire à l'INSERM et vous publiez vos premiers papiers scientifiques sous la houlette des maîtres bienveillants, parmi lesquels, j'ai déjà cité professeur Gabriel Richet, mais celui qu'on pourrait dire être votre éveilleur, le professeur Roger Hassan, mais aussi je pense au professeur Michel Paillard et au docteur Henri Wajman. Tous vous ont aidé à conduire votre carrière de médecin, carrière à laquelle vous tenez beaucoup dans ce domaine de la néphrologie qui vous est chère, carrière que vous avez exercée d'abord à l'hôpital Tenon, puis à l'hôpital Necker, dans le service du professeur Grunfeld, que nous savons que vous admirez beaucoup. Alors que vous travaillez ensuite auprès du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins, M. Couty, Édouard Couty. Bernard Kouchner est à l'époque ministre délégué à la Santé. Vous écrivez, et c'est un mérite important, le premier plan sur l'insuffisance rénale chronique, dont j'aurai l'honneur de signer des décrets d'application. Il y a comme ça, dans la politique, des bons moments où nous signons les actions des prédécesseurs. Je vous assure, on a aussi quelquefois les inconvénients des prédécesseurs. En l'occurrence, j'ai signé ces décrets d'application de ce plan, qui était un plan sur l'insuffisance rénale chronique très important, qui entraînait un changement profond dans la prise en charge et dans le suivi des patients dialysés. À partir de 2002, et à cette époque-là, la France donne un gouvernement de premier plan avec des ministres qui étaient tellement bons qu'ils sont restés au gouvernement, Mme Bachelot et Mme Montchamp, et qu'on attend Xavier Bertrand, les meilleurs étaient déjà là. Et donc nous sommes en 2002 et ma chère Brigitte Lantz, vous vous engagez à mettre vos compétences en matière de service des politiques publiques au sein de plusieurs cabinets ministériels auprès de Jean-François Mattei, auprès aussi de Philippe Douste-Blazy et aussi de celui qui va nous rejoindre, Xavier Bertrand. Vous suivez alors des dossiers sensibles, particulièrement importants pour nombre de concitoyens. Je me souviens de l'accent que vous aviez mis sur les maladies rares qui viennent de recevoir un deuxième élan important, 5 ans après, les maladies chroniques, la maladie d'Alzheimer, la fin de vie, la greffe, la sécurité routière, que vous contribuez à faire inscrire comme grande cause nationale en 2004. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, en 2004, vous avez réussi à convaincre le directeur de l'OMS pour qu'on organise une grande manifestation, une grande conférence internationale sur ce sujet de la sécurité routière, en présence de Jacques Chirac, et vous aviez à l'époque demandé à François Closet d'animer cette manifestation, et il l'avait fait par amitié pour vous. Je voudrais rendre hommage à votre combat pour la sécurité routière, et je profite de le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, qui est une journée sombre, puisqu'on a annoncé les chiffres de février, avec 273 morts. Pendant toute cette action, pendant toute cette période, nous avons divisé par 2 le nombre de morts sur nos routes. L'adversaire, c'est la vitesse. Il ne faut aucune tolérance sur ces sujets-là. Et je pense que si nous voulons continuer à être un pays exemplaire, après avoir été vraiment un pays d'une extrême fragilité, d'un grand laxisme sur ces questions de sécurité routière, il faut poursuivre dans l'élan que vous aviez impulsé à cette époque. C'est un de vos combats importants. En 2001, aux côtés de la Fédération des insuffisants rénaux, avec notamment son président, Régis Woll, qui est présent parmi nous ce soir, et en lien avec celui qu'on peut qualifier de votre complice de toujours, le professeur Pierre Ronco, l'un des plus éminents chercheurs dans le domaine de la néphrologie, reconnu internationalement, vous décidez de créer la première journée mondiale de l'insuffisance rénale chronique. C'est au fond une anticipation de ce que nous célébrons aujourd'hui, la journée mondiale du Rhin. 10 jours après le terrible drame du 11 septembre 2011, et c'était le lendemain de la catastrophe à Toulouse d'AZF, je me souviens, vous avez réussi à réunir plus de 1000 personnes dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, et vous avez, pour engager ce combat de la Fondation, mobilisé la société civile et la princesse Chantal de France. Vous avez rejoint à cette occasion le comédien Daniel Genin, le footballeur Yuri Djorkaeff, François de Closet et quelques autres sont venus vous entourer pour bien montrer l'ouverture de votre combat sur l'ensemble de la société. En 2003, ce dynamisme séduit le professeur Grunfeld, qui est alors vice-président de la toute jeune Fondation du Rhin, et suggère de faire appel à vous pour développer ce grand projet. Vous acceptez et vous prenez la responsabilité de la communication de la Fondation avec la volonté d'attirer des mécènes, de mobiliser de nombreux acteurs dans le domaine de la recherche, mais aussi dans l'information, pour que ces maladies soient mieux connues. En lien avec les associations de patients, mais aussi, vous y êtes très attentifs, avec les soignants, les sociétés savantes, vous avez mobilisé de multiples personnalités du monde des arts, mais aussi du monde de la finance, bien utile, et aussi du monde des médias, et vous avez fait grandir cette fondation
présidé jusqu'il y a encore quelques semaines par le professeur Raymond Ardayou, premier névrologue à devenir secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, et ainsi vous avez donné à votre projet le statut d'un acteur incontournable de la santé. Je me dois, chère Brigitte, de souligner des talents que tout le monde connaît, celui d'organisatrice, vos capacités d'expertise dans le domaine des politiques publiques, qualité que vous exercez aujourd'hui au cabinet de la directrice de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Chère Brigitte, personnalité atypique, personnalité aux multiples caractères, personnalité faite de courage, de fidélité et de dignité, tous vos amis soulignent vos qualités de cœur, vos qualités de convivialité, cette attention aux autres qui sont souvent la règle d'or des médecins. Vous avez un peu l'attachement, le culte, je dirais, de la famille, en tout cas de vos deux grands-pères, qui sont la pierre angulaire de votre vie, le socle sur lequel reposent vos engagements, et ils comptent suffisamment pour vous, et donc pour nous tous aujourd'hui, pour qu'on les rappelle et qu'on rappelle leur parcours. L'un est une figure héroïque de des deux dernières guerres mondiales. Il est d'ailleurs décoré par le président Roosevelt lui-même. Il a la Légion du Mérite, qui est la plus haute distinction du mérite militaire des États-Unis. Vous avez d'ailleurs des liens très personnels avec l'Amérique, avec les États-Unis, et vous rencontrerez même le président John Kennedy, quand vous serez toute jeune fille, avec le général de Gaulle. Lui, vous devez avoir 7 ans à peu près à l'époque, et vous rencontrez le général de Gaulle, et cette rencontre aura marqué la formation de vos convictions, et vous resterez très gaullienne et gaulliste dans cette fidélité à cette image que dès votre plus jeune âge vous avez eue du sauveur de la France. Votre autre grand-père, Pierre Sorel, fut lui scénographe et architecte d'un autre grand gaulliste qui est André Malraux, et il participera, votre grand-père Pierre Sorel, donc à l'édification des maisons de la culture, ces lieux de diffusion qui sont une nouvelle approche culturelle, populaire mais de qualité, que l'auteur de l'Espoir voyait comme une cathédrale de ce que devait être, selon lui, la démocratisation de l'accès à la culture. De ces deux grands-pères, vous aurez hérité d'un sens élevé de l'État et de ses valeurs du devoir et de la fidélité. De belles personnalités qui sont donc votre socle fondateur. Je n'oublie pas tous les autres membres de votre famille qui ont participé à cette construction de votre personnalité, mais aussi toutes celles et tous ceux qui encore aujourd'hui sont autour de vous, vous entourent et vous apportent affection et répondent à cette affection que vous leur donnez. Et je veux citer tous ces Européens, vos neveux et vos nièces qui sont répartis sur tout notre continent et qui vous donnent ainsi une personnalité engagée authentiquement sur les questions européennes. Vous avez de nombreux cordes à votre arc. Vous êtes doué pour le dessin, vous êtes une mélomane avertie, vous êtes aussi philosophe et vous avez été plume d'un certain nombre de ministres qui ont pu bénéficier de ces discours où ils se sont exprimés avec conviction sur des mots qui étaient les vôtres. Mais c'était votre talent d'avoir cette capacité à faire passer les idées auxquelles vous tenez. Et c'est, je pense, un des points forts de votre personnalité, c'est cette forme de ténacité qui me laisse penser que quand vous voulez quelque chose, la probabilité que vous atteigniez vos objectifs est assez forte. Je le dis aux éventuels adversaires, il vaut mieux faire le pronostic qu'elle arrive à ses fins. C'est sans doute plus raisonnable et plus rationnel. Chère Brigitte, je voudrais donc devant tous vos amis ici dire combien votre parcours est exemplaire, dire combien votre personne est attachante et combien nous avons de l'admiration pour cette cause que vous avez placée plus grande que vous, au-dessus de vous, et que vous servez avec fidélité et avec constance. C'est le sens de l'intérêt général qui vous guide
Et donc je veux très simplement vous dire que je suis très honoré d'être votre parrain pour votre entrée dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mesdames et messieurs, je décore ce soir une honnête femme du XXIe siècle, selon la définition qu'en donnait à propos de l'honnête homme Vasarely. Vous êtes, madame, spécialiste dans votre vocation et généraliste dans votre compréhension du monde. Je vous remercie. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les élus, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les présidents, chères familles, chers amis. Vous avez, monsieur le Premier ministre, rappelé quelques étapes de ma vie qui m'ont amené ici, dans ces salons de la Sorbonne, honoré par vous et muni de cette décoration que ne saurait arborer sans l'euphorique impression, sans doute illusoire, d'avoir accompli dans sa vie quelque chose de remarquable. Merci, monsieur le Premier ministre, pour vos paroles qui me remplissent d'émotion, mais je m'interroge. Suis-je digne de tant d'éloges? Suis-je à la hauteur de tant d'attentes et de confiance placées en moi? Ai-je autant mérité cette distinction que ces femmes et ces hommes qui m'ont obtenue pour leur engagement admirable ou par leur présence sur le champ d'honneur? Ce n'est pas mon beau-frère Charles, petit-fils de la princesse Marie Bonaparte, ici présent, qui me contredira. Napoléon n'a-t-il pas créé cette distinction pour honorer avant tout ceux qui se sont battus pour défendre la patrie? Je pense aussi en ce moment, comme vous l'avez rappelé, à mes deux Pierre, mes deux grands-pères avec qui je me suis construite, tous deux officiers de la Légion d'honneur qui me manquent tellement et qui là-haut doivent être fiers de moi et s'amuser un peu. Recevoir une telle distinction quand on a servi la République comme ils l'ont fait est naturel. Ce l'est beaucoup moins lorsque vous la recevez tout simplement pour avoir exercé votre profession avec passion. Je pense aussi au courage admirable dont font preuve tant de personnes ici même dans cette salle, comme Sophie, qui attend une double greffe hépatique et rénale, tout en continuant à servir le ministère de la Culture dont elle dépend. Comme Adrien, qui a vu sa vie brisée il y a 18 mois, à moins de 30 ans, tout simplement parce qu'il s'est brisé la nuque en rencontrant un banc de sable alors qu'il prenait un bain de minuit. Tétraplégique, il a relevé le défi de se déplacer seul pour vivre comme tout à chacun et continuer à exercer son travail d'ingénieur. Oh! Il suffit de lui donner un accès à un appartement thérapeutique pour qu'il puisse quitter l'hôpital de Garches, car il ne veut pas être un poids, ni pour la société, ni pour sa famille, et ceci aussi a un coût. Et je suis sûre que les ministres ici présents vont tout faire pour l'aider à obtenir cet appartement thérapeutique. Je suis sûre de ça, n'est-ce pas Roselyne, n'est-ce pas chère Marianne? C'est pour cela, c'est cela pour moi le vrai courage, c'est cela la dignité. C'est pour toutes ces personnes qui se battent pour vivre en dépassant la souffrance que j'ai décidé à l'âge de 17 ans, et même beaucoup plus jeune, parce que j'en ai parlé la première fois, j'avais 7 ans, de consacrer ma vie à la médecine. J'ose croire que cette distinction montre l'importance de l'éthique du soin pour le Premier ministre François Fillon, qui m'a accordé cet honneur, et pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, qui me remettez aujourd'hui ces insignes. Un médecin se doit chaque jour de relever les défis du progrès thérapeutique pour le bénéfice du patient, dans une société où l'exigence d'humilité, d'honnêteté et de transparence est de plus en plus nécessaire. À travers mon activité médicale, c'est tous les soignants que vous honorez, ceux qui ont accompagné toutes les étapes de ma carrière et ceux qui m'entourent aujourd'hui. À travers la secrétaire générale de la Fondation du Rhin, c'est aussi toute la néphrologie française, une des disciplines où l'excellence de la France est reconnue internationalement, que vous distinguez, Monsieur le Premier ministre. Et cette croix est un peu la sienne.
Je souhaite aussi associer à cet hommage toutes celles et tous ceux qui m'ont formé, accompagné et aidé tout au long de ces années. 4 personnes m'ont profondément marqué et je souhaiterais leur exprimer toute ma reconnaissance. Tout d'abord, le professeur Paul Milliès, par son humanisme et son ouverture d'esprit révolutionnaire, aujourd'hui disparu. Il a formé les grands spécialistes de l'hypertension artérielle avec les professeurs Pierre Corvol et Joël Ménard. Ensuite, le professeur Gabriel Richet, que vous avez cité, Monsieur le Premier ministre, dont l'esprit visionnaire l'a conduit à créer une grande école de recherche clinique réputée dans le monde entier. Le troisième est le professeur Michel Paillard, physiologiste de grand talent, qui fut pour moi un modèle de travail et de droiture. Il m'a offert mon premier poste hospitalier à un moment particulièrement difficile de ma vie. Il nous a malheureusement quittés trop tôt l'année dernière et je tiens à dire toute mon affection à son épouse Françoise et à sa fille Delphine qui sont ici. Le quatrième est le professeur Jean-Pierre Grunfeld. Clinicien et enseignant hors pair, je lui dois ma survie, mais surtout avec Gabriel Richet, il m'a appris à vivre tout simplement et m'a offert une place de praticien hospitalier dans son service à l'hôpital Necker et je lui serai éternellement reconnaissante. Enfin, je voudrais dire un mot très particulier au docteur Henri Lachman, qui m'a formé à la recherche du tout début de ma carrière lorsque je préparais mon DEA à l'INSERM à l'hôpital Cochin. Ce fut le début d'une longue et affectueuse amitié. Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la Fondation du Rhin. Vous la connaissez bien, Monsieur le Premier ministre, puisque votre épouse et les compères ont chanté généreusement pour elle lors du gala de 2010. Ce qui a été vivement apprécié par toute l'assistance. Avec cette fondation, j'ai découvert des personnalités et surtout des amis exceptionnels. Je ne remercierai jamais assez la princesse Chantal de France, notre marraine, qui, dès les premiers pas de la Fondation, n'a pas hésité à lui donner la main. Merci, chère Chantal, tu rayonnes de gentillesse et de générosité. De même, Richard Berry, notre président d'honneur, dont le film Le Marquis sort en salle aujourd'hui, qui nous fait l'honneur chaque année de nous accompagner pour la Journée mondiale du Rhin. Richard a fait le plus beau cadeau que l'on puisse imaginer, celui de donner un rein à sa sœur Marie. Merci, cher Richard, pour ton engagement au service du don d'organes et des malades insuffisants rénaux. Merci aussi au professeur Raymond Ardiali, qui m'impressionnait tant quand j'étais étudiante. Il me faisait même peur, à l'époque, avec qui la Fondation a connu un essor exceptionnel. C'est grâce à lui que nous sommes là ce soir pour ce 4e gala. Sa brillante élection comme secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine reflète la qualité du médecin, du chercheur et de l'homme, tout simplement. Je lui redis toute mon affection. Un mot particulier pour mes 2 complices et amis de la Fondation. Le professeur Pierre Ronco, sa rigueur scientifique est aussi remarquable que son sens de l'humour. Et Thierry Dassault, qui nous a permis de faire des pas de géant grâce à son esprit créatif et sa générosité. Merci, cher Thierry et cher Pierre, vous êtes de vrais amis. Mais j'ai peur d'en oublier bien d'autres, qu'il s'agisse du professeur Michel Gaudin, au flegme si britannique, notre nouveau président, où tous les amis du Conseil de Fondation foisonnent tant de talents. Je pense aussi à Marie Berry, qui a tissé avec la Fondation du Rhin des liens profonds, se mêle la promotion du don de soi à travers son association, Don de soi, don de vie, don de soi, mais aussi, mais aussi des liens de fidélité et d'amitié. Merci, chère Marie, pour ton combat et ta ténacité. À travers la femme d'engagement et de fidélité que vous avez voulu distinguer, Monsieur le Premier ministre, c'est une certaine idée de la politique et de l'action publique que vous honorez aussi. Toute ma vie est mue par l'action placée au service de la cité, la police des Grecs, mais aussi l'action guidée par des principes, par une vision, par des valeurs qui m'ont été inculquées très tôt par ma famille, que je ne serai jamais assez remercier. Est-ce simplement l'éducation que j'ai reçue de mes parents et l'exemple de mes grands-parents qui m'ont donné le goût pour la chose publique, ou ne serait-ce pas plutôt cette rencontre fortuite avec le président John Kennedy et le général de Gaulle qui m'ont profondément marqué enfant? J'ai reçu de mon oncle Paul, peu de temps après, un abonnement à Top Réalité Jeunesse, qui était un magazine d'actualité remarquablement écrit pour les enfants de 8 à 12 ans. Je découvrais alors qui dirigeait le monde. Je trouvais merveilleux qu'un ministre puisse s'appeler Chou en lait, que j'écrivais en lait L-A-I-T. Je n'avais pas fait le rapprochement avec Chou en lait. C'est avec cette lecture que j'ai commencé à me passionner pour le passé, mais aussi pour l'avenir de mon pays. En me faisant écrire à la manière de Molière, Saint-Exupéry, Corneille ou Balzac, de remarquables professeurs de français achevèrent à Notre-Dame-de-Sion de me former pour la fonction de plume que j'allais exercer quelques années plus tard en cabinet ministériel.
Ces 5 années de cabinet furent merveilleuses avec les ministres m'accordant une pleine confiance. Elles furent riches en rencontres marquantes, comme celle de Michel Chevalet, Richard et Marie Berry, Laurence Thénault-Herman, Thierry Dassault pour ne citer qu'eux. Elles furent riches de projets avec l'impression de participer à la construction de l'avenir de nos concitoyens et de grandes amitiés qui renaissent, qui façonnent la vie, pour reprendre la belle expression de Jacques et Ray Saint-Martin. J'ai eu la joie de travailler avec des femmes et des hommes partageant la même passion. Je ne pourrais pas les citer tous, mais beaucoup d'entre eux sont là ce soir. C'est sans aucun doute ce travail commun, plus que ma personne, qui est aujourd'hui honorée. Merci, cher Jean Castex, Édouard Couty, Daniel Toupillet, Patrick François, Frédéric Van Roqueghem. Merci, chère Anne-Sophie, cher Hilaire, Cédric, qui n'est pas étranger au fait que vous avez pu me remettre la Légion d'honneur ce soir. Petit Jean, Étienne, Sandrine et toutes celles et ceux que je ne peux citer, tant ils sont nombreux, de peur d'en oublier quelques-uns. J'ai depuis 4 ans la joie de travailler avec une grande maison à la Direction générale de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, au cabinet de Mireille Faugère, avec une équipe tout aussi formidable que dirige avec talent Étienne Deguel. Je voudrais les remercier tous les deux, ainsi que mon chef de cabinet, Geneviève Glomo, pour m'avoir laissé du temps précieux, et combien, pour préparer les événements de ce soir. Leur énergie et joie de vivre est une vraie leçon de vie. Et bien sûr, je ne saurais terminer sans tourner mon regard vers les plus proches, c'est-à-dire ma famille, en évoquant la profonde affection qui m'unit à elle, à mes frères et sœurs et beaux-frères que je considère comme des frères, tout simplement. Ils m'ont donné des neveux et nièces merveilleux dans toute l'Europe, comme vous l'avez rappelé, que je considère comme mes propres enfants. 2 d'entre eux, Maximilien et Guillaume, se sont même débrouillés pour trouver des noms pour la tombola de ce soir. Max la débrouille est très bon là-dedans, je vous le conseille. À vous tous, 1000 merci d'être venus, certains de fort loin pour être à mes côtés en ce jour si émouvant, que vous veniez de Belgique, d'Italie, d'Angleterre, du Sud-Ouest ou de je ne sais où. Pour conclure, je voudrais dire combien la volonté d'agir et de servir m'a guidée. J'aime à citer Georges Bernard Shaw, que citait souvent le sénateur Robert Kennedy dans sa dernière campagne en 1978 pour l'accès à la fonction suprême. Certains voient les choses telles qu'elles sont et se disent pourquoi donc. Moi, je rêve de choses qui n'ont jamais existé et je dis pourquoi pas. Ce n'est pas habituel, mais le père d'Adrien m'a demandé de lui donner la parole juste pour quelques secondes. Mesdames et Messieurs les ministres, ma chère Brigitte, je n'ai pas pour qualité de te remettre une quelconque décoration, mais je souhaiterais te redonner un petit peu de la lumière que tu nous as apportée au mois d'octobre. Quand Adrien était en réanimation, nous étions dans la cour de l'hôpital de Lariboisière, perdus, cassés, sans avenir. J'ai eu la chance de t'avoir au téléphone et en quelques minutes, tu as compris l'étendue du sinistre et du désastre. Et tu as eu cette parole que nous n'oublierons jamais, cette phrase « Ne bougez pas, j'arrive ». Tu as su en quelques minutes, grâce à ta chaleur humaine, ta présence, nous redonner de l'espoir, nous montrer que la lumière existait quelque part encore. Et c'est cette lumière que je voudrais accrocher à ta boutonnière, parce que je pense que d'autres Adriens auront encore besoin de toi.
Comme on termine une lettre, ma chère Brigitte, crois en toute ma reconnaissance et mon amitié affectueuse. Bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est une annonce plus terre à terre. Merci d'être là aussi nombreux. Cette année, nous allons tirer une tombola. Donc, ne vous attendez pas à une vente aux enchères. Et vous avez partout des gens très reconnaissables, avec un petit chapeau et un t-shirt Fondation du Rhin. Et je vous engage à prendre ne serait-ce qu'un ticket qui est à 20 €, je crois. Et vous pouvez avoir 2 magnums de Château d'Assaut par hasard, des bijoux Chaumet, un séjour à Londres, au Byblos. Enfin, c'est assez incroyable et assez exceptionnel. Et je pense qu'il est rare d'avoir cette qualité de l'eau. Donc je compte sur vous. De toute façon, j'ai institué le plaquage de ce petit insigne sur les robes et les vestes. Donc je ne veux voir qu'une mer de logo Fondation du Rhin. Merci à tous et à toutes.